Chapitre 9. Le mystérieux cérémonial. Vous savez comment je l'ai rencontré pour la première fois, Monsieur Saint-Esprit? Vous allez rire, vous allez croire que je vous raconte des histoires. Et pourtant, c'est exactement comme ça que cela s'est passé. Dieu m'a donné de rencontrer des gens tout à fait exceptionnels, qui sont devenus des amis. Je dis bien Dieu m'a donné, car bien sûr, on ne choisit pas. Et surtout, c'est Dieu qui nous donne progressivement les cartes les plus importantes du jeu de l'existence, les rencontres. Et si je dis que ces gens sont tout à fait exceptionnels, ce n'est pas parce qu'ils sont mes amis, mais parce qu'ils chantent leur vie à plein poumon, alors que les autres la susurrent du bout des lèvres. Raphaël, par exemple, c'est comme une allumette. Il a l'air de rien comme ça, mais il serait capable d'enflammer le monde entier, tellement il a d'amour qui crépite dans le dedans de lui. Raphaël, comme je vous ai dit, il pilote un vieux coucou. Il parle toujours de M. Saint-Exupéry, qui était, paraît-il, un petit prince qui s'est envolé sur une autre planète. Moi, au début, j'avais compris Monsieur Saint-Esprit, et ça l'a fait éclater de rire. Et puis il a répété pensif, Monsieur Saint-Esprit, Monsieur Saint-Esprit. Et il m'a dit, tu sais que tu es un sacré phénomène, toi? Bon, ça je savais, mais je ne voyais pas où il voulait en venir. Et puis un jour, il est arrivé, il m'a soulevé de terre pour me projeter vers l'infini, tout au bout de ses bras. Il m'a dit avec une grande flamme dans l'âtre de ses yeux, je l'ai rencontré, Monsieur Saint-Esprit. Je croyais qu'il disait ça, rien que pour se moquer, mais il m'a raconté des trucs pas croyables, si bien que j'avais moi-même très envie de rencontrer Monsieur Saint-Esprit. Réfléchis à la manière dont se passe ta vie. Les moments importants, est-ce que tu les as vraiment choisis? Non. Ils sont arrivés tout seuls. Tu as été agi, voilà tout. C'est comme l'enthousiasme. Ça passe par toi, mais ça ne dépend pas de toi, en tout cas pas de ta volonté. Parfois tu mets des années à appliquer ta volonté pour réussir quelque chose, et puis rien ne se passe, ou pas si bien que tu l'avais prévu. Et alors tu te dis, je n'ai pas mérité ça, je n'ai pas eu de chance, la vie est mal faite. Tu as pourtant fait tout ce que tu as pu. Seulement la bonne volonté, ce n'est pas la volonté active, et la volonté active, ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. À d'autres moments, tu ne fais rien ou pas grand-chose, et les choses se déroulent tout naturellement, aboutissent sans le moindre problème. Il suffit parfois d'un geste, d'un regard, d'un sourire, et tout se dénoue d'un seul coup. D'autre part, tu as peut-être remarqué, il t'arrive d'aider les gens, et en échange, tu ne reçois au bout de tes peines que de l'indifférence ou de l'ingratitude. À l'inverse, parce que tu as écouté quelqu'un qui avait besoin de parler, tu t'entends dire merci, comme si tu venais d'accomplir un miracle, alors que tu n'as rien dit, tu n'as pas fait autre chose qu'écouter. C'est tout de même extraordinaire, ça, non? Ce qui fait avancer les choses, ce n'est pas nous et notre petite volonté, c'est notre état d'esprit. Oui, si tu veux, notre aisance à communiquer avec Monsieur Saint-Esprit. Sur le moment, je n'ai pas compris grand-chose à ce que voulait dire Raphaël, mais il était tellement enthousiaste pour me raconter tout ça que je l'ai bien écouté. Il m'a dit des comme moi. Il n'y en a pas de. Il ne manquerait plus que ça, tiens. Et j'ai bien réfléchi à ces histoires de choses qui se déclenchent toutes seules, par une opération du Saint-Esprit. Tous les deux, on est allés voir Amorgon, un maître de tir à l'arc. C'est un vieux sage respectable. Et moi, je suis vraiment un bout de chou à côté. Mais il veut qu'on parle d'égal à égal, lui et moi, parce qu'il dit que je connais autant de choses que lui, et peut-être même plus. C'est drôle.
C'est pas une grande personne comme les autres. Une fois, je lui ai dit qu'il raisonnait comme un petit garçon de 8 ans, et vous savez ce qu'il m'a répondu? Eh bien, qu'il avait 108 ans, mais qu'à partir de 100 ans, on recommence à zéro. Donc, effectivement, il avait 8 ans. Je ne sais pas si je dois le croire, j'ai l'impression que c'est un sacré farceur qui cache bien son jeu. En tout cas, s'il a 108 ans, eh bien, il ne les fait pas. On a donc parlé de Monsieur Saint-Esprit une fois de plus. Morgan avait plein de choses à m'apprendre, car il a beau avoir que 8 ans, il a quand même déjà fait un tour de vie, et ça donne pas mal d'avance pour comprendre les choses de l'invisible. Moi et Raphaël, on a passé la soirée chez lui, et je n'oublierai jamais ce que j'ai vu, parce que j'ai l'impression d'avoir gagné 100 ans de sagesse. Il y a des petites filles qui auraient préféré un sac de bonbons, mais pour moi, cette soirée, je vous jure, c'était le gros lot. Laissez-moi vous raconter. On a passé la soirée à discuter dehors, et puis la nuit est devenue très noire, si noire qu'il fallait écarquiller les yeux pour se voir. Alors Morgan s'est levé, a tourné la tête vers le ciel, et il a dit « Voici la nuit, voici le silence et le vent, voici la plénitude de l'instant. Dans ces moments-là, on ne dit rien. On le laisse parler comme si c'était un revenant, un fantôme, un poète, un prophète ou un fou. D'ailleurs, il est un peu tout ça à la fois. Il dit « Jade, va chercher 2 cierges. Raphaël, tu les allumeras et tu les disposeras de chaque côté de la cible qui est posée là-bas. » À partir de cet instant, il est interdit de parler. Vous ne ferez usage de la parole que lorsque le jour estompera la magie de cette nuit. Imprégnez-vous de ce que vous allez voir. Suivez bien le cérémonial, et lorsqu'il sera terminé, fermez vos yeux, mettez votre esprit en veilleuse, et méditez, mes amis. Méditez la nuit, méditez le silence et le vent, méditez la plénitude de l'instant. Moi, ça me donnait un peu la frousse, toute cette histoire, mais j'ai fait ce qu'il m'avait demandé. Avec Raphaël, je suis allé poser les cierges tout là-bas. Je me souviens, c'était drôlement loin, et comme la nuit était très noire, on a failli pas la voir, la cible. Raph a allumé les cierges, et nous sommes revenus. Par curiosité, j'ai compté mes pas, et il y en avait 61. Jamais j'aurais cru que c'était si loin, 28 mètres. Morgan était assis par terre en tailleur. On ne distinguait que sa silhouette, et il semblait pétrifié. Il était aussi immobile qu'un rocher, et moi, ça m'a bigrement impressionné, parce que je me demandais s'il n'était pas allé faire un tour de l'autre côté de la vie. Raph et moi, on n'osait pas bouger. On sentait qu'il allait se passer quelque chose d'important. Mais quoi? On a attendu très longtemps comme ça, et puis enfin Morgan s'est levé, et il a pris son arc lentement. Là-bas, la cible était pratiquement indistincte. Le vent avait soufflé les chandelles, mais le regard s'était habitué à l'obscurité, et en fouillant l'horizon, on devinait vaguement une masse circulaire sombre. Morgan avait le regard perdu dans cette obscurité, la pointe de l'arc posée sur son genou, tandis que sa flèche droite palpait doucement une flèche. Il dressa son arc au ralenti, puis tout se passa très rapidement. J'entendis le décochement d'une flèche, un sifflement, un bruit mat, et Morgan jeta un cri bref. Puis il tira une autre flèche avec la même assurance. On aurait dit qu'il ne visait pas. Il dit étrangement « Quelque chose a tiré et a touché la cible. » Nous sommes allés voir au bout des 61 pas. Avec Raph, on s'est regardé comme s'il s'était produit un miracle. Les 2 flèches étaient fichées l'une à côté de l'autre, en plein cœur de la cible.
Quand on les a enlevés, on s'est aperçu d'une coïncidence assez extraordinaire. Les deux trous côte à côte formaient le signe de l'infini. On est resté dans le noir, longtemps à penser, et puis on est rentré. Moi, je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Tu imagines, il était passé là, tout près, presque palpable. Je venais de croiser Monsieur Saint-Esprit. Chapitre 10. Monsieur Saint-Esprit. La flèche du dedans. Je venais de prendre conscience qu'on devait être tendu vers un but, comme un arc, dans la bonne direction. Si on a le rythme, le geste, l'équilibre intérieur, alors on atteint la cible, même sans viser. Peut-être même qu'on peut atteindre comme ça l'infini des choses. Morgan disait « déchiffrer l'invisible ». J'ai beaucoup réfléchi à cette histoire de flèche. Je me suis dit, si on peut atteindre sans viser, presque à coup sûr, uniquement par la puissance de l'esprit, peut-être que c'est possible, pas seulement pour une cible posée dans un champ, mais aussi dans des buts posés dans la vie. Morgan m'a dit que j'abordais le thème complexe de l'espace-temps, et je n'ai rien compris à ses explications. Mais j'ai continué mon raisonnement dans ma petite tête. Je me suis dit, si Morgan atteint sa cible rien qu'en visualisant sa flèche en plein dans le mille, il est peut-être possible de faire pareil avec des projets. Et là, c'est bigrement intéressant. Non mais, vous vous rendez compte? Atteindre ses buts à tous les coups, en plein dans le mille. C'est-à-dire que pour atteindre un but, il faut d'abord commencer par imaginer qu'on l'a déjà atteint. Mais pas seulement pour le plaisir de rêver, parce qu'on le voit vraiment. D'accord, c'est une vue de l'esprit, mais une vraie projection dans le futur, pas une franluche de l'imaginaire, hein. Pas un fanfreluche de l'imaginaire, hein. La prochaine fois que je vois ma maîtresse, je lui dirai, pour conjuguer sa vie au plus que parfait, il faut vivre à la fois au présent et au futur antériorisé. Sûr qu'elle va me mettre des heures de colle pour me faire réviser la conjugaison des temps. Bref, c'est un drôle de type à Morgan. Je le soupçonne d'avoir mis dans la tête de Raph qu'on n'est rien que des petites choses, aussi importants que des brins d'herbe, mais pas plus. Il ne dit jamais « je », parce qu'il prétend qu'il n'agit pas, mais qu'il est agi. Moi, j'ai déjà remarqué ça pour les nuages gris foncés ou l'enthousiasme. Ça vient de l'intérieur, mais on ne sait pas d'où véritablement. Mais de là à penser que pour tout c'est pareil, il y a une force invisible au fond de nous qui agit à notre place. Moi, je ne suis pas sûr du tout. Eh bien, lui, si. Il ne dit pas « j'ai rencontré », mais il m'a été donné de rencontrer. Parfois, cela donne des formules tordantes. Par exemple, il ne dit pas « j'ai faim », mais l'honorable estomac est tristement vide. J'ose pas imaginer comment il s'excuse quand il a l'envie pressante de faire pipi. Le soir où il a touché la cible dans le noir, il a dit « quelque chose à tirer ». Et c'est vrai que c'est bizarre, parce qu'on aurait dit qu'il ne visait pas, que les flèches partaient toutes seules et volaient vers le but qui leur était donné, comme des oiseaux qui fondent sur leur proie, infailliblement. En fait, toute cette magie, c'est une opération du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est toujours là quand il se passe des trucs bizarres qu'on n'arrive pas à expliquer. Monsieur Saint-Esprit, c'est quand même un sacré bonhomme. Il plane sur les choses,
sur les gens, sur le monde. Il effleure de son aile l'infiniment petit, s'en repart vers l'infiniment grand, n'arrête pas d'aller et venir entre l'ici-bas et l'au-delà. Au fond, il a un job drôlement intéressant. Il se charge de transmettre le souffle du Créateur à la créature, comme si c'était la flamme olympique. Et c'est un peu ça. Car sans lui, la nature serait inanimée, sans souffle, sans rien de très intéressant à vivre. C'est par lui que les choses se font et que le monde bouge véritablement. Partout où il passe, il y a des métamorphoses, des élans, des frémissements subtils, des intuitions fulgurantes et des miracles. Comme il est invisible, cela arrange bien les choses. Les hommes parlent de hasard, de chance, de circonstances, et j'imagine M. Saint-Esprit drapé dans son incognito, partir à tire-d'aile vers son palais d'azur, à la quête d'une nouvelle mission. M. Saint-Esprit, c'est comme un oiseau. Il migre instinctivement vers des horizons où le climat lui convient. Ce qui l'attire le plus, ce ne sont pas les choses belles, bonnes ou grandes, mais ce qui est fait avec grandeur, pureté et beauté. Au fond, pour lui, il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est l'esprit. L'esprit dans lequel on fait ce qu'on fait. Dès qu'il y a de l'enthousiasme, de l'espoir, de la joie de vivre, de la fraternité, de la prière, on peut être sûr que M. Saint-Esprit est de la fête. Là où il y a de la foi, il y a M. Saint-Esprit. Partout où les cœurs s'embrasent, partout où des lumières s'allument, partout où des flammes brillent, dans le creux des cheminées ou tout au fond des yeux, M. Saint-Esprit est de mèche. Dieu est la lumière, l'homme est le cierge, et M. Saint-Esprit est la mèche. C'est pour ça que si on veut y voir clair, on a intérêt à ne pas perdre de vue l'esprit. Ce n'est pas un hasard si perdre l'esprit signifie devenir fou. Moi, j'ai dit à Morgan que j'aimerais bien aussi être agi par M. Saint-Esprit. Il a souri. Alors je me suis demandé s'il fallait attendre d'être centenaire pour être assisté par le Saint-Esprit. Mais non, même les petits bouts de chou comme moi, ils avaient droit. Alors, comment faire pour le rencontrer ? Morgan m'a dit qu'il fallait se mettre en état de prière. Mais pour de vrai, pas pour faire croire à son voisin qu'on est un saint, parce qu'on s'agenouille à l'église. S'abandonner complètement, oublier ce vantard de moi qui n'arrête pas de prendre la parole à tort et à travers, et qui empêche d'entendre les appels subtils de Dieu. Oublier son enveloppe charnelle, oublier l'existence du monde, et voler dans l'infini à la vitesse de la lumière. Mon vieux, tout ça c'est facile à dire, mais j'aimerais vous y voir. À Morgan, il était déjà en plein voyage interplanétaire, que moi j'étais encore à regarder bouger les brins d'herbe. Et c'est là, oui, c'est là que tout a basculé. À force de regarder danser les brins d'herbe, eh bien moi j'ai fini par me prendre pour un tout petit brin d'herbe. Je vous jure, j'ai frémi comme les milliards de brins d'herbe dans le vent. J'ai vibré comme les milliards de secondes dans le temps. Et j'ai été parcouru par le souffle. J'ai fermé les yeux. Je me suis senti légère, presque comme de la fumée qui se perd dans l'air en montant vers le ciel. Où est passée la fumée de jade, volatilisée? Je n'aurais pas su dire combien de temps cela a duré. C'était comme un instant d'éternité, je veux dire un moment hors du temps, une bribe de rêve entre parenthèses dans la grande phrase de ma vie. Et j'ai compris que c'était ce que c'était que prier. Morgan s'est approché de moi. « Comment ça va, petite princesse? Tu as l'air toute chose. » Je me sens complètement désincarné. Il m'a tapoté la joue et il m'a dit en souriant « Ça va, à te regarder, tu as l'air encore bien en chair. »
Chapitre 11. Croquer la pomme. Carpe diem, alléluia, eureka. Tu te souviendras, hein? Oh, je sais ce que vous pensez. Vous vous dites, c'est quand même pas un bout de chou haut comme 3 pommes qui va nous donner des leçons de morale. Et pourquoi pas d'abord? J'ai déjà vécu des milliards de secondes, et peut-être bien que j'en connais autant que le vieillard Morgan, qui a vécu 108 ans. Une fois même, je suis passé de l'autre côté de la vie. C'était en rêve. J'étais poursuivi par le diable, qui voulait me faire croire que Dieu et compagnie, c'était de la bêtise. Moi, je l'ai accusé de concurrence déloyale, et il a très mal pris. Bref, je ne sais pas trop ce qui s'est passé après, toujours est-il que je suis morte. Alors, je me suis réveillée. J'ai souvent pensé à cette histoire. Je me suis dit, quand on meurt en rêve, on se réveille. Pardi, c'est normal, puisqu'on ne peut pas imaginer ce qu'il y a après la mort. Et si la vie, c'était tout pareil? Oui, peut-être bien que la vie, c'est un rêve, et que quand on meurt, on se réveille vraiment, pour de bon, dans la vraie vie. Enfin bon, qui peut le dire? On verra ça plus tard, au moment de mourir. Justement, le moment de mourir, c'est comment, à votre avis? Quand on est un petit bout de chou comme moi, il faut se projeter loin dans l'avenir pour savoir. C'est du futur antériorisé, mais à l'échelle galactique. Je voudrais savoir à quoi on pense avant de mourir. Parce que si on savait ça au moment où on est, peut-être qu'on vivrait autrement. Mais je sais déjà que lorsqu'on fait le point sur sa vie, à travers ces milliards de secondes vécues, ces nombreuses rencontres, tous ces actes, tous ces gestes, on s'aperçoit que les instants qui comptent le plus, qui résonnent le plus longtemps dans le dedans, ce ne sont pas les actes de volonté, mais les événements qu'on ne prévoit pas, qu'on ne provoque pas, et qui s'infiltrent en nous, comme de l'eau dans la terre, pour fertiliser notre petite graine de vie. Alors on s'ouvre, on s'épanouit, on fleurit, on porte des fruits. La vie devient savoureuse. On a envie de mordre dedans. Cela me rappelle Fred. Ah, je ne vous en ai pas parlé encore. Pourtant, c'est un grand ami, presque aussi grand que Raph. Je veux dire pas seulement par la taille, mais surtout par la place qu'il tient dans mon cœur. Fred, il dit que pour être bien, il faut prendre de la hauteur. Alors, il n'arrête pas de courir à travers les montagnes pour conquérir des sommets toujours plus hauts. C'est un peu comme Raph. Il cherche toujours à prendre de l'altitude. Une fois, je lui ai demandé le sens de la vie. Pour toi, c'est quoi? Il a eu un grand sourire, il s'est gratté la tête et il m'a répondu. C'est tellement simple qu'il n'y a rien à raconter. Tout est si naturel en vérité. C'est un peu l'histoire d'une pomme. Elle est là, au fond de ta poche. Tu la sens bien ronde et pleine de sucre. Tu la savoures d'avance. Elle a le parfum de la promesse, cette pomme. Tu attends le moment sublime, tu attends d'arriver au sommet de la montagne, au bout de l'effort. Enfin, tu la sors de ta poche, tu la lustres avec ta manche, tu la fais miroiter au soleil. Elle exhale une senteur qui te fait venir l'eau à la bouche. Et c'est l'instant. L'instant où une pomme toute simple résume la saveur de la vie. Maintenant, si tu es dans une plantation de pommiers, ce sera bien différent. Des pommes, il y en a bouche que tu veux. Tu peux en goûter à satiété, et tu ne comprendras guère en quoi le goût de la pomme peut être divin. Qu'y a-t-il à dire? Mon histoire est aussi simple que l'histoire d'une pomme, et aucun mot ne saura jamais faire comprendre la saveur d'un fruit convoité. Moi, je les comprends, les mots de Fred. L'important, c'est le goût de vivre, c'est de savourer le goût de la vie. C'est un cadeau formidable quand on y pense, formidable, vraiment.
La pomme ne change pas dans sa réalité, mais la voilà transfigurée par une façon de voir, de goûter, de ressentir. Comprends-tu? Tout le mystère de la vie est dans tes yeux. Il suffit de les exercer à percer l'apparence des choses. Et dis-toi bien que lorsque l'univers te paraît s'assombrir, ce n'est pas parce que porte se ferme devant toi, mais parce que ton regard se dérobe à la lumière.